Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc pour ce nouvel épisode consacré à l'entreprise Nicomatic en compagnie de Bénédicte Doriguel et de Rémi Buchon. Vous représentez le collectif Eden dont on va parler dans cet épisode. Bonjour Bénédicte. Bonjour Thierry. Bonjour Rémi. Bonjour. Et en compagnie également de Adrien Ozeille, écologue. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors on va démarrer par la présentation de l'entreprise Nicomatic. Rémi, quel est le cœur de métier de l'entreprise ? Alors Nicomatic, c'est une entreprise familiale qui fabrique des micro-connecteurs pour environnement sévère. Donc des micro-connecteurs, vous avez votre téléphone pratiquement sous la main, on va retrouver des connecteurs tout autour, donc en petit. Et pour environnement sévère, ce qu'on va appeler environnement sévère, ça va être tout ce qui est aéronautique, aérospatiale et défense. Voilà. Depuis quand existe cette entreprise sur le territoire ici ? Bientôt 45 ans, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. C'est une entreprise familiale au départ, je crois. Tout à fait, par la famille Nicolin. Et vous êtes présent à l'international aujourd'hui ? Tout à fait. On est présent donc avec un peu plus de 800 salariés maintenant partout dans le monde. Donc on va retrouver sur le continent américain, au continent asiatique, en Europe, voilà. Combien, donc 800 salariés ? Et j'allais dire au niveau de la clientèle, quel est le profil de la clientèle ? Alors, le profil de la clientèle, c'est des grands donneurs d'ordre généralement, ou des sous-traitants de ces donneurs d'ordre pour effectivement faire les systèmes, les sous-systèmes qui vont se retrouver dans les avions de chasse ou les avions civils ou les satellites. Voilà. Comment, on est parvenu à ce degré d'expertise en démarrant ici à Bon-en-Chablais, en rayonnant dans le monde entier aujourd'hui ? Alors ça va faire 6 ans que je suis à Nicomatic, donc je serai pas le plus pertinent pour raconter toute cette belle histoire, mais c'est une entreprise qui a démarré avec du décolletage. Bon, il y a d'autres histoires avant, mais on va partir de celle-là. Et donc l'achat-revente, après on va faire son propre décolletage et puis après on va faire les connecteurs qui utilisent justement les contacts faits en décolletage. On se consolide avec tout ce qui tourne autour du connecteur et de fil en aiguille, on évolue et on arrive à quelque chose où aujourd'hui on va pouvoir aller fournir des systèmes, des sous-systèmes et puis satisfaire le client dans ce milieu-là. Belle évolution. En tout cas, on va parler également de l'entreprise responsabilisante ou autonomisante. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend que l'autonomie et la responsabilité est confiée au plus bas, entre guillemets, des échelons. C'est-à-dire que la hiérarchie est très plate. Donc chaque personne est responsable et autonome sur son domaine de responsabilité. Je suis ingénieur, je vais être responsable de satisfaire le client, de trouver la bonne solution, de m'assurer qu'on fabrique bien selon le besoin du client et à la fin de proposer la solution la plus évidente. Il n'y a pas cet effet de pyramide en fait au niveau du management de l'entreprise ? Très peu. Du moins on essaye de gagner en réactivité et de gagner en responsabilité sur les gens. C'est toujours bien de savoir et d'avoir un œil sur l'ensemble des projets et de ce qu'on manipule tous les jours et d'en être responsable. Quels sont les changements qui sont intervenus avec cette forme de management justement ? Alors les changements, ils ont arrivé avant que j'arrive, un petit peu avant que j'arrive. Ça a fêté ses 10 ans là de l'entreprise responsabilisante l'année dernière et c'est de la réactivité surtout, je pense en tout cas. Et un engagement des salariés finalement dans mener à bien en tout cas la mission qu'on nous a confiée, que ce soit pour le client et à chaque niveau de l'entreprise, de celui qui va fabriquer le connecteur, l'assembler, à celui qui va le créer sur un logiciel de conception assistée par ordinateur, en passant par la supply chain, les commerciaux. Enfin, tous les niveaux de l'entreprise. Il y a environ, entre guillemets, entre 80 et 100 métiers différents à Nicomatic, donc tout le monde a un rôle à jouer. Est-ce que ça permet de fidéliser justement les salariés au sein de l'entreprise ? Ça peut permettre de fidéliser à la fois les salariés, les clients et tout l'écosystème qui gravite autour de Nicomatic, c'est-à-dire qu'on se sent beaucoup plus investi dans la mission de création qu'on peut avoir et de satisfaire en tout cas les besoins d'aujourd'hui et de demain. Avec des créations et également de l'innovation. On va parler dans un instant du projet Eden. On va faire connaissance avec Adrien. Vous êtes écologue. C'est un nouveau métier ?
Oh non, c'est un métier qui existe depuis qu'on s'est rendu compte qu'on avait un impact sur les écosystèmes et qu'il fallait le comprendre pour le réguler, on va dire. Voilà, ça balaye. Il y a des compétences des écosystèmes terrestres aux écosystèmes aquatiques. Moi, c'était ma spécialité. Enfin voilà, on balaye toutes les caractéristiques des écosystèmes, on les étudie, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Ça s'est développé de plus en plus avec la sensibilisation à la biodiversité ? Avec la réglementation surtout. Parce que la réglementation précède souvent la prise en compte, jusque-là en tout cas. Surtout en France, pour la réglementation, plus qu'ailleurs, non ? Pas forcément, parce qu'il y a des réglementations au niveau européen qui sont ensuite transcrites dans le droit national, qui sont plutôt motrices pour ces dynamiques-là. Ouais. Et vous accompagnez donc les entreprises. Alors ça, moi, c'était mon ancien travail. En fait, je m'appuie sur ces connaissances-là parce que quand on est écologue, on apprend à lire un écosystème. Quand je regarde une forêt, quand je regarde une rivière, pour moi, c'est un système. Je vois quels sont les éléments qui le constituent et quelles sont les relations entre ces éléments. Et si je prends vraiment le temps, je vais voir vraiment la complexité du système, si c'est un système naturel qui est pas trop impacté par les activités humaines. Aujourd'hui, j'utilise cette compétence pour créer des systèmes humains qui imitent les écosystèmes. C'est un résumé de la permaculture, en fait. Comment avez-vous perçu l'évolution, justement, de la nature ces 15 dernières années ? La dégradation ? Ça, c'est une question délicate. Il y a pas de sur les domaines dans lesquels je travaillais, il y a eu beaucoup d'améliorations. La question, c'est plutôt où on met la barre, où on place l'objectif. Personnellement, je pense que les objectifs sont... Enfin, en fait, les objectifs sont fonctionnels. On veut pouvoir faire de l'eau potable et puis épurer nos eaux usées. Donc, on va placer la barre d'un bon état de rivière pour faire ça. Personnellement, la question, j'aimerais qu'on l'élargisse à la position en tant qu'humain au sein du vivant et donc se satisfaire d'un état de rivière où on a 50% des espèces connues il y a 80 ans qui sont plus là. Ça me convient pas en termes de positionnement. Voilà, donc ça évolue plutôt positivement. Bon, ça fait depuis 2017, j'ai changé de profession, j'accompagne ce type de projet, donc je suis plus trop dedans. Mais bon, voilà, on répare, on limite. Maintenant, le but, c'est de former aussi et d'informer justement à l'importance de la protection de la biodiversité et du vivant. Ouais, je pense. Par toutes ces actions. Effectivement. Non, ces actions, c'est vraiment des actions qui sont réglementaires, qui ont vocation c'est du développement durable. En fait, l'idée, c'est que la société puisse fonctionner à long terme, que ça devienne pas trop coûteux d'épurer son eau, par exemple. C'est un cas très rapidement à New York, il y a 15-20 ans, je pense. Ils avaient des gros problèmes d'épuration d'eau. Et ils ont choisi d'acheter une grosse partie des parcelles sur lesquelles de nature autour de New York, de façon à ce que l'eau soit de suffisamment bonne qualité pour avoir peu de besoin d'épuration, plutôt que de créer une énorme centrale de potabilisation qui aurait été extrêmement coûteuse à créer et à entretenir. Voilà, donc là c'est vraiment deux positionnements. On peut, à renfort de technique, trouver des solutions ou finalement s'appuyer sur le fait que depuis 4 milliards d'années, la planète fonctionne sans nous efficacement, que l'humain s'est développé là-dessus et que la technique a son intérêt, mais peut-être pas partout. Alors merci Adrien, on va revenir sur l'actualité. Aujourd'hui c'est le chantier participatif, il y a des gens autour de nous qui travaillent depuis ce matin, depuis hier même, qui plantent. On en parlera dans un instant avec Adrien. Comment on peut présenter le projet Eden, Rémi ? Alors comment présenter le projet Eden ? Ce serait le plus simplement, ce serait de dire de rendre plus vivants les espaces extérieurs, à la fois pour la nature, mais aussi pour les hommes. Pour les travailleurs, enfin les salariés de l'entreprise, qui puissent bénéficier d'encadrements naturels adaptés. Oui, ou les hommes avec un grand H, tous ceux qui vont interagir à un moment ou à un autre avec Nicomatic. Ça peut être aussi des clients, des fournisseurs, des associations, des écoles. Voilà.
Quels sont les objectifs du projet Eden pour Nicomatic ? Les objectifs pour Nicomatic, je dirais que avant tout c'est un collectif de l'entreprise, donc avec des salariés qui ont du temps dédié pour ce qu'on appelle de l'exploration à hauteur de 10% du temps de travail. On va juste rappeler les 70%, 20% et 10%. Expliquez-nous. Alors, 70% c'est l'opérationnel. C'est la fiche de poste pour lequel vous êtes embauché à Nicomatic. 20%, c'est pour tout ce qui est, s'il n'y a plus comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre responsabilisant, il n'y a plus ce management, donc il n'y a plus de manager, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de management. Le management est assuré par les équipes. Donc il leur faut du temps pour ça. Donc pour s'organiser, pour faire vivre les collectifs, pour s'adapter à des situations X ou Y. Donc ça c'est 20%. Et enfin 10% accordé à l'exploration. Donc c'est aller voir d'autres choses qui servent toujours le collectif ou Nicomatic dans son ensemble. Donc c'est sur ce terreau-là, en tout cas, qu'Eden s'est créé. On était deux à avoir cette petite idée de revigorer ou de rendre moins triste en tout cas les espaces extérieurs de Nicomatic. Alors on a une superbe vue juste en face sur le signal des Voirons. On avait des pelouses comme on peut voir un peu partout sur des friches industrielles classiques, bien coupées, ras, un sol un peu très pauvre on va dire, et 2 ou 3, 4 tables qui se battaient en duel sur tout ce terrain. Maintenant, c'était se dire, ok, on commence aussi à avoir moins de place dedans, donc on va aller voir un petit peu plus dehors, créer des lieux, créer des usages, et puis rapprocher le vivant aussi de notre activité, car c'est un peu loin, on va dire. Alors j'ai remarqué ce matin en discutant avec les salariés, il y a des salariés qui ont des pelles, des pioches, qui d'habitude travaillent au sein de l'entreprise, et qui là sont dehors et qui participent au chantier participatif en fait. Tout à fait, c'est la logique, c'est toujours sous format de chantier participatif, il y en a généralement 2 par an. Et on se retrouve sur ces jalons entre guillemets, c'est les seuls jalons qu'on s'impose, on va dire, sur 2 fois 2 jours. Et on va transformer, on va revigorer, rendre plus vivant tous ces espaces extérieurs sur un site qui a son histoire, qui a eu ses usages, qui en a encore d'autres, qui va évoluer encore avec le futur. Et on retravaille une zone de repas pour alors une zone de repas c'est tout simple, c'est pas que des tables, c'est aussi des agréments, des condiments, ça peut être 2 ou 3 framboises pour le yaourt nature, entre guillemets rendre les lieux à usage. Et là effectivement on est dans un petit dôme, ça rejoint la dynamique des 10% d'exploration, c'est dire je vais peut-être pas réussir à explorer dans une salle de réunion où j'ai l'habitude de traiter les problèmes opérationnels, il faut un lieu un petit peu étrange, en dehors du cadre. Déjà si on veut innover ici, pour afficher quelque chose c'est une sphère, donc il n'y a pas un mur qui est droit, voilà. Et il faut être motivé, j'allais dire, parce qu'hier ils étaient dehors, il neigeait, il y avait des bourrasques de vent, il pleuvait, il faisait très froid, ils étaient quand même tous au combat, on va dire, ils participaient au chantier. Mais il y a la chaleur humaine qui joue son rôle, et au final, même le jour avant, on se disait on annule pas, on fait avec la nature, on fait avec plutôt que contre, et puis on ferait ce qu'on peut avec... Comme pour l'engagement des salariés, si on est 3, on fait quelque chose à 3, si on est 40, on fait quelque chose à 40. Et dans tous les cas, on aura fait quelque chose. C'est bon pour le collectif. Tout à fait. Pourquoi, juste un mot, pourquoi Eden, le nom de... Eden, alors il fallait le nommer, ce projet un peu organique, avec quelque chose qui nous parlait. Donc Eden, il y a la petite référence au jardin d'Eden, mais c'était pas que ça, c'était surtout l'acronyme Espace en développement pour un écosystème plus proche de notre nature. Il fallait le dire, on va passer, merci Rémi, on va passer la parole à Bénédicte, qui va nous expliquer la philosophie et les valeurs d'Eden, ainsi que son intégration au sein de la biodiversité locale. Tout à fait. Alors la philosophie, comme l'a dit Rémi, c'est d'être plus proche de notre écosystème naturel là tout de suite dès qu'on passe les portes de l'usine, donc de recréer du lien de manière très très simple entre les extérieurs et l'intérieur, donc de décloisonner ce qui se passe à l'intérieur de l'usine et l'extérieur, et puis aussi de décloisonner entre les différents métiers. Donc dans les valeurs, la valeur d'inclusion est très très forte pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a effectivement des
des mini-usines, on en a plusieurs à l'intérieur de l'entreprise, qui n'ont pas tout à fait les mêmes rythmes que les gens des bureaux, pour simplifier. Bien sûr. Et c'est important pour nous de faire que ce projet en lien avec la nature soit mis à portée de tout le monde et que chacun puisse s'y retrouver. Donc cette notion d'inclusion est importante pour nous vis-à-vis des nicomaticiens et vis-à-vis de l'externe, puisqu'on a tissé beaucoup de partenariats avec des externes, mais je crois qu'on y revient un petit peu plus tard. Donc cette notion d'inclusion, cette vision systémique, c'est-à-dire que on a une vision 360 de ce qui se passe sur le lieu. On n'est pas à se dire on a un problème, on met une solution et on silote tout. Donc là, l'idée, c'est de se dire on observe le lieu, on voit ce qui se passe par rapport aux saisons, par rapport aux végétaux qui sont présents, à la faune, par rapport aux interactions humaines, par rapport à la culture nicomatique, au temps qui est dévolu ou pas, aux réactions que ça peut générer, qu'elles soient positives ou pas. Donc cette notion d'inclusion, on fait vraiment attention chaque année à avoir un temps de partage, au moins un temps de bilan avec l'ensemble des nicomaticiens pour réajuster, adapter et toujours être dans le faire avec le maximum de personnes et de ne pas exclure. Voilà, donc ça c'est important. Et la systémie, j'en ai parlé. Et puis toute la partie innovation créative. Donc moi je suis leader innovation chez Nicomatic et cette partie innovation est très importante pour Eden, c'est-à-dire que d'amener un projet en lien avec la nature et la biodiversité dans un milieu industriel en soi, c'est assez innovant. C'est un beau défi, oui. Voilà, c'est un beau défi. Donc il y a plein de belles choses qui se passent. Voilà, et de le porter dans les propositions qui sont faites, avec des temps créatifs, des questionnaires, ce qu'on appelle des vision boards. Donc on essaie de se projeter, de poser la stratégie, mais avec des méthodes d'animation un peu moins classiques que ce qu'on pourrait faire sur des réunions métiers, très conventionnels. Le dôme, Rémi en a parlé, qui permet de se décaler et de pouvoir voir les choses un petit peu autrement. Et puis d'amener la possibilité de travailler dehors, d'interagir dehors, donc d'avoir des temps informels à l'extérieur qui créent aussi beaucoup de cohésion avec les nicomaticiens, des métiers avec lesquels on n'est pas forcément en contact par rapport à nos fiches de poste, et ça c'est super important. Donc hier, le premier jour de chantier, en novembre 2024, on avait installé le bol à feu, acheté des châtaignes, fait griller les châtaignes. Excellent. Et les nicomaticiens qui passaient ont partagé des châtaignes, et ça c'est très important pour nous de partager ces moments-là. Tout le monde n'a pas forcément envie de venir planter des bulbes ou mettre des nichoirs à oiseaux, mais on crée du lien, on apprend à se connaître, on crée de la confiance, ça participe à la culture d'entreprise. Est-ce que c'est ce que vous appelez l'axe stratégique de l'entreprise, grandir ensemble ? Dans l'intention, oui, c'est-à-dire de se dire que personne n'est mis de côté, que c'est un projet Eden qui est là pour le bien commun, avec des notions aussi de prendre en compte les générations futures et d'intégrer toutes les espèces vivantes, donc l'humain évidemment, et puis faune flore. Donc grandir ensemble, c'est grandir tous ensemble en prenant soin des hommes et de la planète, oui. Quelles sont les valeurs clés portées par Eden, comme le respect du vivant et la logique permacole ? La logique permacole, c'est alors Adrien pourra compléter, mais pour nous ce qui est important, c'est effectivement faire avec plutôt que contre. Donc un exemple, c'est les remarques qui nous sont faites dans un sens ou dans un autre, on essaie d'en prendre compte et d'ajuster. Donc il y a eu beaucoup de questions sur la fauche tardive qui vient toucher les questions d'esthétique. Où aujourd'hui effectivement les schémas classiques qui nous sont proposés sont une belle pelouse verte, tondue, bien taillée, voilà, tout est rang, aligné, etc. Bon, c'est une proposition. À partir du moment où on se dit qu'on observe ce qui se passe et qu'on compose avec la terre qui est là sur le site, avec le vent qui est très présent autour de l'usine, avec le climat, etc. On doit faire avec.
Donc voilà, faire avec plutôt que contre. La question, j'ai zappé, par rapport au principe permacole, c'est ça ? Exactement, la logique permacole. Voilà, donc observer, super important. Être dans une économie de moyens, que ce soit en termes d'énergie humaine ou même de moyens financiers. Donc il y a beaucoup de matériaux ou outils qui nous ont été donnés ou prêtés par des entreprises de la zone. Donc là, c'est beaucoup Rémi qui est en lien avec les entreprises de la zone des Bracos. Donc voilà, cette logique d'économie. Les effets de lisière, les effets de bordure. Donc se dire qu'est-ce qui se passe entre un écosystème et la frontière avec le suivant. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui émerge là ? Donc on essaie de l'observer sur la partie non humaine, mais aussi sur la partie humaine. C'est important. Et donc les frottements que génère la dynamique Eden avec l'intérieur de l'entreprise, l'extérieur et l'écosystème. C'est-à-dire qu'on a noté depuis 3 ans que vraiment, à chaque fois qu'on parle d'Eden à l'extérieur de l'entreprise, c'est toujours mais comment vous faites ? On aimerait en discuter, venez témoigner, est-ce qu'on peut venir vous voir ? Voilà. En interne, les réactions sont beaucoup plus variées. Donc nous, on observe ça et on se dit comment on peut composer avec, avancer avec ça, sans être dogmatique, parce que c'est pas le propos. Est-ce que Eden favorise l'innovation durable au sein de l'entreprise ? Oui. Complètement, on peut Complètement. le dire. Mais comment ? Eh bien, c'est par la concrétisation et la matérialisation. C'est-à-dire que c'est très facile de rester dans une vision intellectuelle des choses et d'appliquer des politiques RSE complètement distanciées de la réalité. C'est beaucoup plus facile et rassurant. Là, aujourd'hui, on a Louisette Levanier qui a rejoint le groupe et qui va travailler sur toutes ces questions réglementaires, juridiques, normatives qui sont très importantes pour mettre en place la durabilité et la stratégie d'une entreprise par rapport à la durabilité. Et en fait, Eden vient en complémentarité pour concrétiser. Là, on a les mains dans la terre, on a les mains dans le concret, on est en direct avec les nicomaticiens pour expérimenter, proposer des solutions. C'est pas les seuls, mais on propose. Donc on est ancré dans la réalité et ça permet d'avoir une action complémentaire entre des aspects normatifs, qui sont attendus, mais qui suffisent pas si on veut switcher. Et aujourd'hui, demander aux collaborateurs ou à tout type de citoyen de prendre plus soin de la nature, si pour lui la nature, il sait pas ce que c'est, il a pas de lien, il a pas de sensibilité ou il n'a pas aucune notion des saisons, d'information, c'est complètement distancié et beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des études qui prouvent que s'il n'y a pas un lien, une sensibilité, un intérêt à la nature, on peut bien faire toutes les études de la Terre, remplir tous les tableaux de bord qu'on veut, ça ne changera rien. Donc il faut, en tous les cas, mélanger les deux et être dans une action complémentaire nous semble pertinent et sympathique, voilà, parce que c'est aussi beaucoup de joie et de cohésion et de lien de confiance et d'émergence de nouvelles compétences sur les chantiers. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui se révèlent et qui ne peuvent pas le faire dans le cadre de leur métier puisque les actions métiers ne leur permettent pas en fait. Donc c'est aussi un autre moyen de découvrir les gens et de faire du lien avec ses collaborateurs et ses collègues. Merci Bénédicte. Rémi, est-ce qu'à votre connaissance, il y a des projets similaires en France ou ailleurs dans le monde, en Europe, plus largement ? J'ose espérer. Après, je pense que la volonté serait pas de créer un Eden partout, entre guillemets. Eden, c'est propre à Nicomatic, avec ses enjeux, avec ses ressources, avec ses motivations et autres. Après, le lien à la nature, il est simple. Donc en soi, il y en aurait partout et à tout moment, et parfois on n'en a pas conscience. Je rebondis sur ce que disait Bénédicte. À Nicomatic, c'est difficile d'avoir un lien avec le vivant, de par son activité opérationnelle, de par ses domaines d'activité, de par tous ces aspects-là. Eden participe à mettre un petit peu de vivant dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on agit, quoi. Comment ont réagi les salariés au départ ? Ils étaient surpris, après ils s'y sont pris au jeu ? La réaction des salariés au départ, c'est comme tout projet à Nicomatic, il faut
faut lancer les choses, voir un petit peu. On peut pas se positionner trop vite, du moins ce serait une erreur de le faire en tout cas. Et on a fait un premier chantier, on a fait un deuxième chantier, puis un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Et force est de constater, ça fait 4 ans qu'on est sur cette dynamique-là. Ça questionne, ça enthousiasme, ça unit, c'est organique. Ça unit aussi, oui, ça réunit les hommes et les équipes. En tout cas, ça fait parler. Ça les fédère. Ça fait parler. Parlez-en bien ou parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers participatifs organisés dans le cadre d'Eden ? Il y en a 2 par an. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça fait 4 ans donc qu'on en fait. Et donc il y en aura un, et là il faut jouer avec le cycle des saisons. Hein. On fait pas un chantier quand on a envie d'en faire un chantier. Hein. C'est pas comme un projet classique dans un monde industriel bien maîtrisé. Là on doit jouer avec les saisons. Donc il y a un chantier en mars, il y a un chantier en novembre. On fait avec, et voilà, c'est les 2 jalons. Et pour mars, par exemple, mars 2025, quel est le futur chantier ? Qu'est-ce que ce serait ? Alors, je veux pas spoiler parce que tout évolue tout le temps, mais en tout cas, aujourd'hui, c'était planter des bulbes pour qu'au printemps, on ait une jolie petite prairie fleurie et bien colorée, notamment autour des symboles visuels de Nicomatic. C'est retravailler les espaces pour les entretenir tout simplement, parce que on voit les choses qui évoluent, des fois pas comme on a envie, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, hein. On voit ça tous les jours au quotidien. C'était préparer la butte au fond de la zone, enfin au fond de notre site, qu'on a une butte, hein. Sa seule valeur, c'était un remblai de chantier. Maintenant, on va lui donner vie un petit peu plus. En tout cas, on a déjà fait beaucoup de travail les années précédentes en fauche tardive, comme évoqué. Et là, cette fauche tardive, on veut la mettre en lien avec les collaborateurs. Donc, créer cette clairière au milieu, une zone de repos, de détente, ou pour les activités sportives des uns ou des autres, etc., etc. Est-ce que vous avez ouvert cette expérience à des écoles, des associations ou d'autres entités, par exemple ? Alors, à plein de gens, et ça s'est fait paradoxalement, assez naturellement, dans le sens où on a tous des liens les uns avec les autres. Alors, le premier et l'un des plus emblématiques, c'est la Forêt des Lucioles, qui est une école, entre guillemets, alternative sur Annecy. Il y en a eu d'autres liens qui se sont créés, tout simplement avec l'Office national des forêts pour récupérer du bois. Il y a eu les pépiniéristes, il y a eu... j'en passais des meilleurs. Oui, le collège de Bon, encore une école qui nous ont fait des magnifiques nichoirs. On les a pas encore tous accrochés, mais ça va venir. Ils sont là dans le dôme, là on les voit. Il y en a par aussi terre. sur les murs, l'air dehors, mais faut qu'on trouve de la place. On a été chanceux, ils nous en ont fait tout plein, mais faut mais qu'on c'est bien s'en aussi occupe. Pour l'image de marque de l'entreprise finalement, cette opération à l'extérieur. Bien sûr. Après, on peut prendre l'exemple aussi du SECAM de Saint-Joire qui nous ont fait des manches debout. Alors c'était assez paradoxal parce qu'après on a été plus loin avec eux, avec ce qu'on appelle Top Fab. Et des activités comme ça, et puis certaines personnes de l'entreprise disaient ça y est, on a un lien avec le SECAM. Non, on l'avait déjà, mais voilà, ça prend de l'ampleur, c'est des liens, ça renforce les liens. Ouais, voilà. Alors Adrien, on va parler maintenant concrètement de ce qui est fait dans le cadre du projet Eden. Quels ont été les nouveaux espaces créés, les aménagements que vous avez initiés et réalisés surtout? Alors déjà, avant de parler de zoomer sur les aménagements, à partir du rêve collectif et des besoins qui ont été exprimés lors des consultations, on a construit un système, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait ce qu'on appelle un design en permaculture, c'est-à-dire que j'ai refait un plan de l'ensemble de l'entreprise qui donne de la cohérence globale aux différents espaces en regardant les circulations, les corridors pour la faune, et puis créer de l'interaction. En fait, la permaculture, c'est vraiment créer de l'interaction. Un écosystème, plus il est naturel et mature, plus il va être riche de liens. On parle de la biodiversité, mais en fait, c'est la diversité des liens fonctionnels qui est vraiment intéressante dans un écosystème. Donc, on part de là. On a un plan de réaménagement du lieu qui a une cohérence globale qui va nourrir tous les besoins qui ont été exprimés. À l'endroit où on a une sortie où les gens viennent prendre leur pause,
Ben voilà, il y a un besoin, il y a un potentiel. On va identifier ce potentiel et puis l'utiliser pour que le lieu soit encore plus vivant. À un endroit, il y a déjà une haie, on va la densifier, on va rajouter du comestible ou de l'ornemental pour que ce soit plus attractif pour les gens. Voilà, il y a toute une logique de conception en amont de la création des espaces. Ensuite, donc à Nicomatic, on a créé un espace de repas. Enfin, on a transformé l'espace repas que décrivait Rémi tout à l'heure, une pelouse bien tendue avec des tables alignées. On en a fait une mosaïque de micro-milieux, de cocons, dans lesquels sont distribuées les tables au sein de la végétation, qui est un mélange de végétation sauvage, autochtone, spontanée. C'est important pour moi de laisser de la place à la végétation autochtone, parce qu'on travaille aussi sur remettre l'humain au sein du vivant et pas au-dessus du vivant. Donc on travaille là-dessus. Il y a de l'ornemental aussi. La permaculture, souvent identifiée comme du comestible. Pour moi, le but, c'est de nourrir l'humain et par chance, l'humain ne mange pas que des carottes. Il mange de la beauté, il mange des interactions sociales. Donc voilà, on travaille tout ça. Donc on va mettre des ornementales aussi et puis des comestibles quand même parce que c'est ludique, parce que c'est une ressource. Donc dans l'espace repas, voilà, on a une mosaïque d'îlots avec chacune leurs caractéristiques, leurs gabarits, et puis les gens vont se répartir là selon leur envie, leurs besoins. Ça va aussi les pousser à se demander, tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de manger debout? Est-ce que j'ai envie de manger sur une table de 12 personnes nombreux ou dans un petit coin sur un rondin de bois à 3-4? Donc on pousse aussi au questionnement, en fait. La diversité des propositions fait qu'on va inviter les gens à écouter leurs besoins et puis à construire du lien. Ensuite, il y a donc ce fameux dôme qui est un espace de réunion alternatif pour sortir du cadre. C'est toute une aventure. C'est un peu le cœur du la mise en place de ce lieu. Ouais. C'est très symbolique. On le voit beaucoup en plus depuis l'extérieur. Oui. Il y a un espace qui a vocation à être un espace de travail extérieur, qui est encore un peu naissant, c'est plus coûteux à mettre en place, donc on y va par touche. Il y a un principe de permaculture, c'est aussi de commencer avec des solutions simples, tester plein de solutions simples, et puis ensuite, celles qui fonctionnent le mieux, on va les déployer. On va pas tout de suite engager des gros investissements sur des solutions dont on n'est pas certain. La nature fait ça, elle teste plein de choses, et puis ce qui marche le mieux, elle le déploie. En fait, on va vraiment faire ça. Moi, mon boulot, c'est d'être au plus proche des principes de la vie pour créer des systèmes. Et je sais quand je suis au bon endroit parce que le système, il explose de la même façon que si on laisse une prairie en évolution pendant 100 ans sans rien faire, il y a une forêt qui pousse, qui est extrêmement riche et résiliente. En fait, là, c'est pareil. J'apprends au collectif que j'accompagne à se repositionner dans ce flot de la vie qui est une source d'énergie disponible énorme, de joie, d'interaction, d'émerveillement, qui va porter les projets, qui va faire qu'on crée un terreau fertile et qu'ensuite, finalement, la dynamique naturelle de la vie se déploie. Il y a donc dans les espaces, il y a aussi un verger naissant parce qu'on a un sol qui est très très compliqué, comme beaucoup d'entreprises. Les sols sont déjà un peu marécageux à l'origine. Donc Comment vous faites dans ces cas-là? Vous ramenez de la terre? Pareil, on essaye avec des solutions simples, donc on essaye quand même de planter sans trop de moyens au départ. On va pas tout de suite faire venir une pelle et puis décompacter les zones qu'on veut planter. Ce serait potentiellement un petit peu excessif. Disons que si on peut s'en passer, on s'en passe, donc on teste, et puis si on voit que ça marche pas, on met en œuvre des solutions, on ramène du compost, on met toujours beaucoup de broyat pour ramener de la vie, en fait. Le broyat, c'est des tailles de haies, des tailles d'arbres qu'on va déchiqueter, et puis qu'on va mettre sur 10 cm d'épaisseur un peu partout, et ensuite on laisse faire les champignons, les bactéries, la microfaune du sol, qui va intégrer ce broyat au sol, et puis qui va petit à petit le transformer.
ça veut dire qu'on va aussi accepter de travailler sur des temps longs. En fait, depuis tout à l'heure, pour moi, on parle énormément d'assouplir notre vision de comment devrait être la vie, en fait. Moi, je sais pas comment devrait être la vie, en fait. Elle est comme elle est là. Je me mets j'essaye autant que possible d'être dans la direction du courant. Et puis, je suis pas pressé, en fait, parce que ce que je cherche, c'est d'être confortable. Et si je suis dans la direction du courant, je suis confortable. Donc, on se libère un peu d'une logique d'objectifs à atteindre. Donc, s'il faut 5 ans pour que les arbres s'installent vraiment, parce qu'on a juste décompacté à la pelle et à la pioche et puis mis du broyat et laissé faire ensuite la faune, moi ça me convient. Ça me convient aussi parce que si on vient avec une pelle et puis qu'on fait ça rapidement, en fait, on questionne pas les personnes qui vivent le lieu sur leur rapport au temps, sur leur rapport à l'objectif, sur l'urgence dans laquelle on vit, qui à mon sens nous apporte absolument rien. Enfin si, c'est plein de choses, mais pas des choses qu'on aimerait avoir dans son sac à dos pour traverser une vie, quoi. Est-ce que vous êtes conscient, côté Nicomatic, de cet espace-temps et de cette durée dans le temps, parce que ça a aussi un coût pour l'entreprise? Alors, conscient de la durée dans le temps, oui. En tous les cas, au sein du collectif, c'est très très clair. À partir du moment où on s'inscrit dans les cycles naturels, de toute façon, on va pas planter des choses au mauvais moment et on observe que parfois ça prend pas. On essaie d'apprendre par rapport à ça. Donc, il y a des réalités naturelles qui dépassent la volonté et les attendus humains. Donc, de toute façon, oui, cette question de temporalité, on en est bien conscient. Après, effectivement, ça vient un peu ces notions de temps long sont pas habituelles pour les nicomaticiens. L'habitude de gestion des projets est plutôt très très courte. Même avec notre gros donneur d'ordre, la majorité des projets, c'est des projets, on va dire, en moyenne à une année, même pas une année. Donc il y a des habitudes et des schémas mentaux dont les nicomaticiens sont imprégnés, qui font que c'est cette notion de temps long, avoir une vision à 3-5 ans, waouh, c'est innovant. En tous les cas, ça vient questionner, voilà. Et au niveau financier, Rémi, il y a un budget dédié à cette opération. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres précis ? Je vais rebondir un petit peu sur l'aspect temporel, parce que ça me parle beaucoup. Nicomatic, c'est une de ses valeurs, c'est la réactivité à la base. Donc c'est des produits livrés en moins d'une semaine, c'est des développements produits partant d'une feuille blanche en 12 semaines, ça va vite, ça va très vite. Donc finalement, même au questionnement sur nos pommiers, ça fait 2 ans qu'ils sont là, il y a pas encore une pomme. Oui, ça peut paraître frustrant sur plein d'aspects, mais c'est très très, ça nous apprend beaucoup de choses aussi. Et même sur la logique de projet, de se dire il y a d'autres contraintes que juste les semaines qu'on a mis dans un planning. Il y a des choses comme ça. Voilà. La production n'est pas la même. Adrien. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est pas tant la réactivité et la rapidité qui est problématique. Le résultat, ça va très bien. En ouais. fait, si je fais pousser des radis 18 jours, en fait, je m'attends à ce que dans 3 semaines, j'ai des radis à manger. C'est ça. Par contre, si on resitue pas cette rapidité dans un cadre plus large qui va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on construit comme système, en fait ? Il y a des règles, de mon point de vue, depuis que je travaille de cette façon-là, il y a des règles, entre guillemets, de la vie auxquelles on peut pas déroger. Si on crée des systèmes qui sont à petite échelle temporelle et spatiale, ils sont extrêmement fragiles. Il y a que les systèmes complexes à grande échelle, avec des interactions stratifiées dans l'espace, dans le temps, qui sont vraiment résilients. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus fluctuant, donc c'est vachement important de se reconnecter à ça, et donc de créer des systèmes qui aillent de demain je fais quoi à dans 20 ans qu'est-ce que je vais faire de mon entreprise, en fait, et quelles sont les différentes pistes que je m'ouvre, en fait. Je sais pas laquelle je vais prendre. C'est encore un autre aspect. En fait, on sait pas. Et franchement, c'est bien plus simple de vivre en ne sachant pas et en étant donc ouvert à toutes les opportunités qui se présentent que de se dire je sais comment ça va se passer. Sachant qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, on peut même plus se dire ça. C'est quasi du déni de se dire je sais comment ça va se passer dans 15 ans. Est-ce qu'on est conscient chez Nicomatic, Rémi,
de cet espace-temps, c'est une stratégie globale en fait, et il faut de la patience. Alors, sur Eden, en tout cas, oui. Après, c'est toujours pareil, une entreprise, elle a ses enjeux, elle a sa vision, elle a son ambition aussi. Et oui, Nicomatic, c'est aussi 30% de croissance l'année dernière, c'est tous ces enjeux-là. On est passé avec le nombre de salariés, on a fait plus 100, je crois, l'année dernière, dans le monde, hein, bien sûr. Mais enfin voilà, c'est plus des acquisitions d'autres sociétés. Donc oui, on évolue aussi en tant qu'entreprise. Donc alors c'est pareil, j'ose espérer qu'on participe à ça et qu'on pose les bonnes questions au niveau stratégique, résilience, enfin tous ces mots clés là qu'on peut retrouver même dans une gestion d'entreprise évidemment. Vous avez dédié un budget pour ce projet Eden, pour toute la stratégie? Alors au début non. Paradoxalement, on nous a dit on verra. Et plus ça prend de la place, de l'ampleur, etc., plus les aléas de fonctionnement de l'entreprise ou des choses comme ça, faut voir le budget en tout cas comme une ressource. C'est comme le terrain, le terrain il peut être capricieux, les budgets pareil. Et au final, on a pu travailler sur aussi de la gratuité. On trouve d'autres solutions en fait. Ça nous permet de dire en fait comment faire autrement, mais toujours faire quelque chose. Ça faut toujours faire. Alors Adrien, si on revient sur la biodiversité, les fondamentaux de cette stratégie, comment ces espaces contribuent-ils à la biodiversité, à la protection et au développement de la nature sur le site ici industriel? Alors déjà, il y a plusieurs strates. Très concrètement, on passe sur tous les sites en fait que j'aborde. Quasiment aujourd'hui, la fauche tardive commence à se démocratiser. Donc ça veut dire que les zones de pelouse qu'on n'utilise pas, on va les faucher 2 fois par an en général, fin juin, fin septembre, pour avoir une esthétique consensuelle et aussi un impact positif sur la biodiversité. C'est un bon début pour aussi travailler justement cette notion d'esthétique. Ensuite, là finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des habitats. La faune, elle a besoin d'habitats, elle a besoin de corridors pour circuler. En fait, il faut qu'elle puisse se nourrir, vivre et se déplacer en sécurité. Donc, le travail sur le site va consister... Alors, il se trouve que c'est en synergie avec les autres besoins. Les humains, ils aiment bien vivre dans des zones un peu cocon, voir sans être vus. C'est un peu un héritage manifestement des chasseurs-cueilleurs. C'est bien pratique de voir ce qui se présente et puis en même temps d'être caché. Donc on va créer ces choses-là. Coup de bol, il y a plein d'oiseaux qui vont aimer vivre dans ces contextes-là. Donc on va planter des haies, des arbustes, des arbres fruitiers qui vont nourrir des pollinisateurs, qui vont nourrir des insectes ou des bactéries ou des champignons. Peut-être même qu'on va être content d'avoir de la tavelure sur nos pommes. C'est de la biodiversité, la tavelure. Ça questionne de nouveau plein de choses, vous aurez compris. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'être libre en me libérant des idées préconçues. Donc, la tavelure, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. C'est une maladie des fruitiers. Vous avez toute liberté d'action, en fait, dans ce projet ? Dans la mesure où ça répond aux besoins du collectif. Moi, je suis au service. Ma vie est au service de la vie. Et dans chaque projet, je suis au service du collectif qui exprime la vie à sa façon, dans son contexte. Donc, je suis libre dans le sens où j'ai pas d'attente, en fait. Je veux juste vraiment... l'éthique de la permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain. En fait, moi, ce qui est nourrissant pour moi dans la vie, c'est d'avoir le sentiment de prendre soin, d'écouter. C'est aussi pour ça que j'aime vraiment collaborer avec tous. Ne pas dire à telle personne, elle veut pas aller dans cette direction, donc je la rejette. C'est le faire avec plutôt que contre, dont parlait Bénédicte. C'est un des principes de permaculture. Donc oui, on est très libre. En fait, être libre, c'est pas avoir de contraintes, c'est accepter que la vie est faite de contraintes et que on va construire un système qui les intègre. Il y a pas de problème, il y a que des solutions. C'est un principe de permaculture. Je décide d'aller quelque part et puis il y a
un rocher au milieu du chemin, c'est pas un problème en fait. C'est juste que je dois prendre un itinéraire bis. Donc petit à petit, on se déconditionne à croire qu'il y a des problèmes en fait. C'est un chemin de vie. Et puis à un moment donné, on commence à se dire tiens chic, ça avait l'air tout simple, c'était tout tracé, on allait aller tout droit. Finalement, faut faire un détour. Et on découvre tellement de choses dans les détours. Et puis petit à petit, on apprend à aborder la vie comme une suite de détours joyeux. Alors Bénédicte, Adrien vient de parler, le terme c'était on prend du soin, on prend soin. Comment est perçue cette initiative auprès des salariés justement? Comment le ressentent-ils? Moi, je dirais de mieux en mieux. Hier, sur le chantier, donc il neigeait, on a eu la neige, on a eu la pluie, on a eu le vent. Et allez, on va dire 80% des personnes qu'on a croisées nous ont dit « Oh, merci, c'est super ce que vous faites. » Voilà. Donc, il va toujours y avoir des détracteurs qui sont, depuis le début, minoritaires. Par contre, qui ont une voix qui porte. Voilà. Donc à nous d'être attentifs à ces quelques détracteurs, à essayer de rester en lien avec eux et comprendre qu'est-ce que ça met en tension chez eux, quelle peur ça révèle, quelle limite ça révèle, comment est-ce qu'on peut y répondre et les inclure au projet, et continuer à prendre soin à l'immense majorité des nicomaticiens qui bénéficient des espaces, qui maintenant font des réunions à l'extérieur dès que le temps le permet. Donc là, on a des projets, mais on y reviendra plus tard. Qui bénéficient des temps collectifs, des temps festifs qu'on fait, des temps de pédagogie, des questionnaires. Donc, je pense que la dynamique est de plus en plus positive. Adrien? Non, c'est bon. Finalement, Bénédicte a dit parfaitement ce que j'avais envie de rajouter. Alors, comment on arrive à mesurer peut-être l'impact du projet Eden auprès des salariés? Est-ce qu'on arrive à mesurer ce rapport au vivant? Est-ce que ça a évolué au sein des salariés? Alors, le rapport au vivant, cette question particulière, je sais pas, peut-être si vous deux vous aurez une réponse plus claire, mais en tous les cas, le rapport aux usages, aux lieux, à l'esthétique, aux saisons, c'est sûr qu'on est sur une dynamique positive. En fait, chaque année, on fait attention à re-questionner les nicomaticiens, ceux qui veulent participer. Et là, les retours sont de plus en plus positifs, et avec chaque fois peut-être des pistes d'amélioration. Mais en tout cas, sur les usages, les espaces, les nouveaux besoins, là on voit le dôme est de plus en plus utilisé, que ce soit pour déjeuner. Là, on est au mois de novembre. Hier, il y avait des gens qui étaient dans le dôme. Il y a des réunions qui se passent informelles, puisqu'on n'a pas d'écran et c'est une volonté. On veut que cet espace reste libre et plutôt un espace de création. Mais maintenant, même les ingénieurs, les chargés d'affaires travaillent dehors dès que le temps le permet. Ce qui, la première année, n'était pas le cas. Donc, on voit qu'il y a un besoin en tous les cas, de travailler à l'extérieur parce que, tout simplement, les hommes et femmes sont des êtres humains, et d'un point de vue physiologique, on a besoin de ce contact à la nature. Quand on travaille dehors, qu'il fait beau, qu'on a le soleil du printemps ou un petit vent qui nous rafraîchit l'été, c'est quand même bien plus sympa que d'être dans une salle toute la journée devant son ordinateur. Donc on travaille dans un autre contexte, mais qui peut aussi être bon physiologiquement. Quel est l'avenir du projet Eden? Est-ce qu'il y a des grands projets, des grands chantiers pour 2025? Ouais. Il y a plein de bonnes choses. Donc, cette année encore, nous, on a posé notre intention qui se traduit en termes métiers, notre stratégie. Donc on a beaucoup de choses en tête. Donc, bien évidemment, continuer à être connectés et reliés au concret, à la terre, donc les chantiers. Ça, c'est les prérequis qui resteront ancrés. En prenant soin d'inclure toujours le maximum de gens et des gens des mini-usines. Toujours ces actions de pédagogie, d'expliquer ce qu'on fait, d'aller chercher des informations, de continuer à enrichir, de travailler avec l'écosystème. Donc, on aimerait ouvrir de plus en plus à la zone des bracos, puisqu'on est sur une zone artisanale, que Nicomatique Rémi est président ou trésorier de l'association. Trésorier. Alors, je suis trésorier et représentant pour l'économie circulaire et l'écologie industrielle et territoriale. Voilà.
Et donc dans ce cadre-là, il y a régulièrement des discussions et on s'est rendu compte que d'autres entreprises de la zone au début étaient curieuses, nous questionnaient et maintenant auraient envie de rentrer dans cette dynamique. Voilà, donc nous on est prêts à les accompagner, Nicomaticien et Adrien, pour les aider à faire le premier pas. Et puis il est apparu aussi maintenant le collectif a une maturité qui permet d'aller vers nos clients et d'inclure nos clients à la démarche. Avec l'aide de Louisette Levanier, donc qui est chargée de mission entreprise durable, on souhaite aller vers les clients, leur expliquer nos stratégies entreprise durable et comment des dynamiques type Eden peuvent les aider dans la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs, comment recréer du lien avec la nature. Donc ça, on aimerait aussi. On voudrait continuer à travailler le design et embellir le site, voilà, pour que chacun soit heureux d'être sur le site, en travaillant sur un parcours pédagogique, donc une scénographie, qu'on puisse avoir un parcours et une fluidité de parcours sur le site et en direction de nos clients. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est important dans l'histoire nicomatique et d'être inclusif là aussi. Et j'en oublie forcément, mais voilà, en tous les cas, d'être dans l'action. Adrien, vous voulez rajouter peut-être quelque chose? Il y a une évolution qui est importante pour moi, c'est qu'à partir de 2025, enfin en tout cas en 2025, on va tester aussi en complément des chantiers des temps mensuels sur une matinée d'entretien, de soins au lieu. Avec l'équipe Eden ou éventuellement ceux qui souhaiteraient participer. Ça, pour moi, ça va être l'occasion d'être plus régulièrement en contact les uns avec les autres et avec la réalité saisonnière du lieu pour maintenant que le lieu est bien restructuré, en fait, on a mis en œuvre globalement le design initial. On passe en permaculture, le processus de projet est circulaire. On est dans une phase un peu de réévaluation et c'est logique ensuite de rentrer, presque de devenir vraiment jardinier du lieu. Et ça nécessite des contacts plus réguliers pour comprendre, apprendre à observer plus finement, prendre le temps de remarquer des petites choses au niveau biodiversité, justement, des insectes qui apparaissent, des plantes et tout ça. Donc ça va être quelque chose un peu une nouvelle aventure. J'adorerais travailler avec une entreprise où tous les salariés sortent une fois par mois pendant 1 heure pour prendre soin du lieu. Je trouve que cette logique de prendre soin, on la met beaucoup trop de côté dans notre culture. C'est extrêmement précieux et nourrissant pour un humain, en fait, de prendre soin du lieu où il vit. Et voilà, donc on va construire ça. Puis je voulais rebondir par rapport à la zone des Bracos, pour être plus concret au niveau biodiversité, à l'échelle d'un site industriel, c'est ce qui a été mis en évidence par l'inventaire de biodiversité qui a été réalisé 2 fois à 3 ans d'intervalle. Le site, il est devenu un site ressource au niveau du nourrissage des oiseaux notamment. Maintenant, il y a beaucoup de graines, beaucoup d'insectes, et ça permet à des oiseaux insectivores, granivores un peu spécifiques de venir s'installer ici. Pas encore nidifiés parce qu'on manque probablement d'habitat. C'est long de faire pousser des haies, des arbres supplémentaires et tout ça. Mais voilà, donc en fait, on va avoir un impact intéressant dans le sens où on a créé un garde-manger pour le lieu, enfin pour la zone. Maintenant, si on veut avoir un vrai impact biodiversité, écosystème, on est obligé de changer d'échelle et de travailler à des échelles plus grandes parce qu'en fait, un écosystème qui est fonctionnel, c'est un écosystème qui a une échelle minimale. On peut pas, si on fait 10 mètres carrés de forêt, c'est super intéressant, hein, les forêts urbaines comme on fait sur 3 places de parking, c'est super intéressant pour travailler la relation au vivant de l'humain. Mais en termes écologiques, ça a absolument pas d'intérêt. Enfin, je suis peut-être un peu raide, mais bon, quasiment. Faut beaucoup plus grand, en fait. Voilà, on a besoin de trams, on a besoin de corridors. Il faut qu'aujourd'hui, là, c'est le réglementaire qui nous a amené à ça. Trame verte, trame noire pour les chauves-souris. Ça permet Et donc, à l'échelle d'une zone comme la zone des Bracos, ce qui serait intéressant, c'est de faire un design avec ces biodiversités pour que les bestioles puissent passer sous les grillages, puissent traverser des haies. Il faut qu'un écureuil puisse se sentir en sécurité partout, qu'un hérisson puisse naviguer partout. Et ça, aujourd'hui, c'est basique, mais c'est pas forcément le cas.
Ça veut dire qu'il faut étendre cette stratégie à l'ensemble de la zone. C'est comme dans tout, en fait, on peut pas cloisonner. Ça ne fonctionne pas si on cloisonne. Il faut relier. Alors on va terminer cet épisode par un message. C'est la tradition sur Rouge et Blanc. Quel message vous souhaiteriez faire passer, Bénédicte, à nos auditeurs ? Alors le message que prendre soin de la biodiversité, c'est aussi prendre soin de l'homme puisqu'on en fait partie. Que c'est pas compliqué, qu'on peut faire des choses très facilement, en tous les cas commençant par des petits pas. Donc nous, je pense qu'on l'a bien expliqué pendant cette émission. Et croire en la vie, puisque en fait, en tant qu'homme, il y a des rythmes naturels et physiologiques auxquels on est soumis. Et qu'on ne peut pas y déroger. Voilà, donc croire en la vie, parce qu'il n'y a rien de plus précieux. Merci Bénédicte. Adrien, un message ? Moi je dirais, comme on est dans un contexte d'entreprise et puis de travailler le rapport au vivant, on est sur une notion de récit, comment on réinvente notre relation au reste du vivant pour en prendre soin. Dans toutes les entreprises, même celles qui n'ont rien fait pour l'environnement, il y a probablement à l'angle d'un trottoir, dans une fissure dans l'enrobé, un brin d'herbe qui pousse. Et je vous invite juste, la prochaine fois que vous sortez ou que vous rentrez dans votre entreprise, à prendre conscience de son existence, en fait. Il a germé là, il pousse, et en fait, il n'y a pas besoin de plus pour se rendre compte que la vie est incroyable et qu'en fait... c'est nourrissant de prendre soin de ça, de réaliser ça. Je le dis toujours, ça fait 4 milliards d'années que la vie existe sur cette planète, qu'elle a traversé des crises cataclysmiques. Elle est toujours là, florissante, et en fait, on se lève tous les matins comme si c'était normal. Non, c'est merveilleux de se réveiller le matin, c'est merveilleux de voir un brin d'herbe au milieu du goudron. Et je pense que construire une société qui s'appuie, entre autres valeurs, sur cet émerveillement, c'est très très profitable pour la suite. Merci Adrien. Rémi, le mot de la fin et le message alors ? On va se lancer. Je vais reprendre la petite image du brin d'herbe dans le goudron. Pour beaucoup de gens, ce serait un problème, dans un certain sens. Mais prenons-le comme une opportunité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce goudron-là, à cet endroit-là ? On peut peut-être l'enlever, faire que ça fleurit, et finalement, on va se nourrir de ça. Et on va pas juste faire du jardinage. En tout cas, je vais soit vous donner un mot de la fin. Eden, ce n'est pas que du jardinage. C'est aussi tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, et voilà. Merci en tout cas, merci à tous les trois, et je dirais bravo Nicomatic pour l'exemple. Vous êtes un modèle en fait à suivre pour l'avenir. Merci à tous les trois et à bientôt sur Rouge et Blanc. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, à donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.